Un tout nouveau jeu de rôle fantastique prétend être encore plus fort, plus efficace et plus épique que Donjon Dragon. Il dit tout ça vraiment? Il dit ça quelque part, me semble. En tout cas, il feel comme c'est ça qu'il dit. Eh ben, Draw Steel vient de paraître en PDF sur le site de MCDM. C'est un jeu de rôle qui était extrêmement attendu et qui débarque, qui a ramassé plus de 4 millions de dollars en sociofinancement l'an dernier. Alors oui, c'est un jeu qui est très attendu, qui est très ambitieux. Alors je vais pouvoir vous parler de mon ressenti. Je vais aussi vous parler des jeux que j'ai essayés au cours du mois dernier et des petites affaires, des petites annonces ludiques en fin de vidéo. Alors sans plus tarder, plongeons dans le fantastique tous ensemble! C'est parti! Draw Steel, c'est le nom du fameux jeu de rôle de MCDM. MCDM, c'est la compagnie d'édition de Matt Colville, qui est une légende du YouTube anglophone du jeu de rôle. Il a tendance à être parfois un petit peu, à l'opposé des tendances du moment. Alors là où plusieurs jeux de rôle modernes cherchent à être un peu plus narratifs, un peu plus simples, un peu plus accessibles, je pense que Draw Steel fait le pari de proposer un jeu dense, corsé, touffu, mais qui a des propositions vraiment uniques. Alors en ce moment, il y a 2 livres qui sont disponibles en format PDF. Vous avez Draw Steel Heroes, qui contient tout le matériel pour jouer le jeu, les règles comme telles. C'est un peu un mélange, si on veut, du manuel du maître et d'un bon manuel des joueurs avec du matériel. C'est un livre qui est extrêmement généreux au niveau du contenu. Là-dedans, vous avez assurément du matériel pour rouler Draw Steel pendant des années et des années. Donc, comme dans un jeu de rôle classique, vous avez le maître de jeu, qui ici est appelé le director, donc le réalisateur, si on veut. Parce que oui, c'est un jeu de rôle qui se veut très cinématique, c'est ce qui fait partie de l'ADN du jeu, cinématique, tactique, épique. Donc, vous avez votre réalisateur et des joueurs et joueuses qui incarnent des personnages. Fait que, jusqu'à maintenant, on est assez près de Donjon Dragon. À l'exception aussi que plutôt que de lancer un dé à 20 faces lorsqu'on veut entreprendre une épreuve, on doit lancer 2 dés à 10 faces. Oui, l'avantage de ça, c'est que ça va nous donner un résultat final qui va tourner un petit peu plus souvent autour du 11. Donc on est un petit peu moins swingy. On est dans quelque chose d'un petit peu plus héroïque peut-être. Vos héros vont moins souvent s'empêtrer dans leur lacet. Et ce qui est vraiment vraiment chouette de Draw Steel, c'est l'idée du Power Roll. Le Power Roll, en fait, c'est que vous avez 3 tiers possibles lorsque vous lancez vos dés. Donc vous lancez vos 2 dés 10, vous ajoutez vos bonus. Vous avez des bonus qui sont un petit peu plus restreints dans Donjon Dragon. Une fois que vous avez votre total, vous allez obtenir un des 3 résultats possibles. Si vous avez 11 et moins, vous avez le plus petit résultat possible. Si vous avez 12 à 16, vous avez un résultat moyen. Et si vous avez 17 et plus, là, à ce moment-là, vous avez un résultat épique. Le jeu est toujours en marche. Parce que l'exemple, c'est dans un combat, si vous attaquez un adversaire, vous lancez les 2 dés 10, vous obtenez 10. C'est pas un très bon résultat, vous allez quand même faire le plus petit résultat. Vous allez quand même faire du dégât. Vous allez quand même faire avancer la situation de jeu. Je pense que certains vont être un petit peu déstabilisés de se dire « Ok, mais on fait toujours du dégât. Les monstres aussi. Puis oui, il y a toujours quelque chose qui se passe. L'histoire avance tout le temps. » Mais ici, MCDM ajoute plusieurs mécaniques qui font que le combat reste profondément tactique. Je vais vous donner un exemple. Vous avez par exemple une attaque de la classe qui s'appelle le Shadow. Si vous faites une habileté, je me sais plus c'est quoi le nom de l'habileté, mais vous pouvez, si vous obtenez un 11 et moins, faire du dégât et téléporter la cible à 1 case de distance. Si vous avez entre 12 et 16, vous faites encore plus de dégâts et vous téléportez la cible à 2 à 3 cases de distance. Et si vous obtenez le plus gros résultat, vous faites un paquet de dégâts et vous téléportez la cible à 5 cases de vous. Donc il y a cette espèce d'idée-là de tu veux obtenir ton gros succès, tu veux mettre toutes les chances de ton côté, mais tu as toujours un petit bonus selon l'habileté spéciale que tu utilises. Et je pense que justement, vous le voyez peut-être, ce jeu-là est très
dense. Il est très ambitieux, c'est-à-dire que ça va vous demander du travail. On est très très loin du système des 20. MCDM sort vraiment des sentiers connus. On est vraiment dans une proposition neuve, vraiment nouvelle et très complexe. Oui, le livre est bien expliqué, puis il va vraiment prendre un moment pour vous guider. Je pense que la 3e ou 4e page du livre, c'est le jargon technique, un glossaire qui dit c'est quoi surge, c'est quoi slide, c'est quoi un edge. Parce que c'est un jeu de rôle, ça va nous faire penser un petit peu à des jeux de cartes comme Magic ou Arkham Horror qui utilisent beaucoup un jargon de mots-clés. Donc, plutôt que d'avoir à expliquer la règle spécifiquement, vous déplacez un adversaire sur 2 cases, ben, ils vont utiliser un mot qui résume cette règle-là. Déjà, d'entrée de jeu, vous avez ce petit glossaire-là, donc avec une centaine de termes. Ça peut être assez intimidant si vous n'êtes pas familier avec ce genre de jeu bien costaud mécaniquement. C'est qu'il y a des idées vraiment géniales qui vont vous demander un temps à être digérées. Le livre est très, très dense. C'est des gros blocs de texte. Et je pense que c'est un très bon livre qui est super bien conçu. Les règles sont claires, mais elles prennent un bon moment à digérer. Surtout que chaque classe a une petite mécanique unique qui s'appelle, je pense, le Heroic Resources. C'est comme une ressource héroïque. L'idée, c'est que chaque classe va accumuler en combat une ressource qui va servir à nourrir ses pouvoirs uniques. Vous avez par exemple l'essence pour les élémentalistes. Vous avez le focus pour le Battle Master. Ça représente un peu une espèce de, de momentum que vous avez dans le combat. Et vous pouvez dépenser ces points-là pour activer vos pouvoirs spéciaux. Ce qui est chouette, c'est que chaque classe gagne de ces ressources-là de façon différente. Fait que ça vous pousse à vraiment jouer le jeu d'une manière unique. Mais ça m'a fait penser quasiment à Root. Les classes sont très asymétriques. Il va falloir que vous preniez un bon moment avec chaque joueur pour détailler les plusieurs pouvoirs de sa classe. C'est pas le genre de jeu qu'on peut se lancer sur un coin de table un dimanche soir, spontanément. C'est le genre de jeu qui va demander beaucoup de lecture, beaucoup de préparation aussi, ne serait-ce que pour apprivoiser l'immense amas d'idées techniques. Il y a tellement des bonnes idées ici. T'sais, une des mécaniques principales du jeu, c'est qu'après chaque combat, vous allez gagner ce qu'on appelle des victories. Et les victories, c'est une façon pour vous de gagner gratuitement votre ressource héroïque en début de combat. Donc plus vous avez de victory, plus vous avez de focus pour commencer à faire vos pouvoirs spéciaux en début de combat. Fait que vous êtes de plus en plus fort, plus vous êtes dans votre momentum de combat de la journée. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle des recoveries, qui sont des points que vous pouvez utiliser pour vous guérir, vous soigner. Et ça, vous en avez, c'est une ressource limitée. Donc tout au long de votre journée d'aventurier, vous allez jongler entre est-ce qu'on arrête pour la journée puis on regagne nos recoveries mais on perd nos victories ou on continue dans notre lancée parce que là en ce moment on est vraiment puissant. J'aime beaucoup l'idée des complications. À la création de personnages, vous pouvez soit déterminer au hasard ou choisir un don unique à vous. Est-ce que vous êtes possédé par un élémentaire? Avez-vous perdu la mémoire? C'est ultra narratif et très 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 satisfaisant mécaniquement. C'est comme un don dans Donjons Dragons qui vient avec un bénéfice et un défaut. Si vous êtes amnésique par exemple, vous allez commencer avec un objet magique relié à votre passé, que vous savez pas qu'est-ce qu'il veut dire, mais vous allez avoir des avantages sur tous vos jets pour vous souvenir d'informations. Même quand vous choisissez votre espèce, votre type de créature que vous êtes, si vous êtes un elfe, un nain, un orc, ben vous n'aurez pas un kit de base tout déjà choisi pour vous. Vous allez dépenser des points d'espèce pour aller chercher est-ce que vous êtes capable de voir dans l'obscurité, est-ce que vous avez des ailes, et il y a les kits aussi qui sont l'équipement de votre aventurier. Et ça aussi, c'est encore une fois une façon de customiser votre héros. Mais ça vous donne des types d'attaques uniques à vous. Alors, il y a tellement de customisation. Vous pouvez passer des heures à lire toutes les complications pour choisir le petit élément, l'ingrédient parfait pour votre personnage, la petite épice qui va le rendre tellement unique. Mais en même temps, je comprends que ça peut être vraiment épuisant. Moi, j'ai fait l'erreur de vouloir faire un petit playtest
et de faire les personnages et de faire un petit bout du scénario. Impossible de rentrer les deux dans la même soirée, vraiment impossible. La création de personnages, c'est la création de personnages la plus corsée que j'ai fait dans les dernières années. Il y a tellement de choses à déterminer. Déjà, juste la culture, passer à travers toutes les cultures possibles à laquelle tu peux appartenir. Tu peux passer la soirée juste là-dessus, tu sais. Je vous conseille fortement de vous tourner vers les personnages pré-générés. Et d'ailleurs, pis ça, je pense que c'est mon coup de cœur, c'est le kit de départ qui s'appelle le Delian's Tomb. Fait que c'est un petit kit très abordable qui vient avec un paquet de personnages pré-générés et il y a comme une petite tutorialisation de comment ces personnages-là jouent. Comment est-ce qu'on maîtrise un Shadow, un Fury. Fury, c'est pas un Fury. La petite aventure qui vient avec est très sympathique aussi, fait que ça, je trouve que c'est vraiment le point de départ. Si vous vous intéressez à Draw Steel, achetez ce produit-là avant d'acheter tous les livres. Je pense que c'est la meilleure façon de savoir si ça peut être le jeu pour vous. Puis je l'ai vu passer en ligne, mais c'est vrai que ça me déçoit un peu. Il me manque de contenu en ligne. J'aurais aimé voir de façon accessible des vidéos tutoriels qui nous prennent par la main pour nous expliquer le jeu. Je pense que c'est ce qui a fait que Daggerheart a été si facile d'accès, parce que le fait de voir des vidéos tutoriels créées par les créateurs du jeu qui t'expliquent point par point comment jouer, ben c'est comme une porte d'entrée qui permet ensuite à plein de créateurs sur YouTube de réexpliquer le jeu dans leurs mots, puis d'avoir un appui solide, de faire « Hey non, mais j'ai écouté la vidéo officielle, fait que je sais comment jouer ». Pour l'accessibilité d'un jeu, ça aurait été vraiment super si on avait des vidéos tutoriels produites par MCDM pour vraiment nous expliquer les règles, parce que Dieu sait qu'il y en a. C'est tellement un jeu à part. J'ai beaucoup de respect pour le travail de design que l'équipe de MCDM ont fait là-dessus. Je vais devoir jouer encore quelques fois pour vraiment me faire une tête, mais j'ai l'impression que c'est très complexe. C'est pas le genre de jeu où est-ce que vous allez pouvoir facilement faire un one-shot pour le plaisir. C'est un jeu qui demande qu'on s'y attarde. Fait que si vous cherchez un nouveau jeu fantastique, épique, tactique, cinématique, très 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 crunchy, je pense que vous devriez aller jeter un œil de ce côté-là. Mettez de la place dans votre agenda, ça se peut que vous ayez beaucoup de lectures devant vous. On a joué à Eat the Reich, un jeu dans lequel on incarne des vampires qui doivent détruire Adolf Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un jeu vraiment flyé, magnifiquement produit par Rowan Rook and Deckard. C'est un jeu avec des personnages pré-générés aussi. Donc ici, pas de création de personnages, on te donne un pré-tiré et tu te lances dans l'aventure avec ton héros, Cosgrave, Nicole, il y en avait plein des bons personnages avec chacun une touche, une saveur unique. Puis ça pour vrai, ça en prendrait plus. J'étais pas sûr, mais finalement j'ai réalisé que quand t'as le goût de faire un one-shot, c'est tellement pratique d'avoir un bon pré-généré, puissant, qui te prend par la main pour tout de suite te lancer dans l'aventure. Le jeu est un jeu où on lance des D6. Donc selon notre habileté et les différents équipements qu'on veut utiliser pour faire notre action, on va lancer une série de D6 et on va regarder uniquement ce qui est 4, 5 et 6. Tout ce qui est en bas de ça, on le défonce. On va ensuite assigner nos succès à différents projets. C'est vraiment un jeu de placement de dés qui rappelle beaucoup les jeux de société de ce type-là. Et donc, vous pouvez assigner des dés pour bloquer du dégât, parce que le maître de jeu lance aussi des D6 et ses succès, c'est du dégât qui va venir vous arracher vos petites cases de points de vie. Et ça, tu veux pas ça? Ça peut aller vite dans ce jeu-là que t'as plus de points de vie. Tu peux aussi dépenser des succès pour réduire la menace et donc réduire le nombre de dés que le MJ peut utiliser contre vous. Tu peux utiliser des dés pour atteindre l'objectif, parce qu'on veut atteindre des objectifs, c'est une opération militaire. Neutraliser les adversaires, détruire le canon anti-aérien, gâcher les funérailles d'un officier nazi notoire, atteindre le zeppelin de Adolf Hitler au sommet de la Tour Eiffel. Et même si je trouve que toutes ces idées-là sont vraiment chouettes, puis que Eat the Reich, c'est un jeu pas comme les autres, avec des couleurs, des thématiques, tout ça est très déjanté, très amusant à incarner, les mécaniques sont pas faciles à défricher.
sais, un peu comme dans un jeu de société, on sent qu'il y a une façon optimale de jouer. Et quand on se retrouve dans un défi en faisant, OK, là, c'est un objectif de 12 à atteindre, mais il y a cette menace-là qui fait 6D. On sent que les mécaniques viennent très à l'avant-plan de ce jeu qui est autrement ultra thématique, tu sais. Ça donne un peu le sentiment que tu peux pas jouer n'importe comment. Il y a des fausses pistes. Tu comprends-tu un peu ce que je veux dire? Tu sens que tu peux t'embourber, puis à certains moments, on sait embourber. Il faut trouver du matériel, il faut looter. Parce que ce loot-là nous procure des objets qui nous donnent des dés pour réussir nos tests. C'est des ressources cruciales pour survivre face à la menace nazie. Il y a aussi certains moments où on voulait faire des choses très jeu de rôle, du genre, ça, là, est-ce que je pourrais-tu me cacher, là? Puis on pourrait essayer de contourner, essayer de pas faire l'objectif du tout, puis de juste sortir de ce lieu-là, mais c'est comme si chaque scène t'enfermait dans un mini-jeu dans lequel tu te retrouves un peu encarcané dans quelque chose qui nous sort de nos réflexes de rôliste habituels. C'est pas désagréable, j'ai trouvé ça le fun de faire marcher mon cerveau pour essayer de résoudre le puzzle Eat the Reich, mais en même temps, des fois, on sentait qu'on était un petit peu plus dans un jeu de table que dans un jeu de rôle. On a eu beaucoup de plaisir, on a quand même créé des personnages chouettes, il y a une mécanique de flashback qui te permet de rerouler des dés, puis d'en découvrir plus sur notre petite escouade et leur passé. Ça, c'était vraiment, vraiment chouette aussi. C'est très Quentin Tarantino. Fait qu'il faut un petit peu jubiler dans le sang des nazis. C'est un peu métal, c'est un peu rock, tout est fluo. Fait que je pense que, tu sais, si vous sentez que vous êtes un groupe mature capable de jouer avec ces thématiques-là sans malaise, ça vaut la peine de l'essayer. C'est un très beau produit. Puis on se disait effectivement qu'il y a de l'avenir là-dedans, les produits clés en main avec une aventure, un petit bac à sable, des mécaniques novatrices, puis des personnages pré-tirés. T'as tout ce qu'il faut pour faire un petit one-shot ou une mini-campagne. Nous, on a fait 3 parties. Ça a quand même bien roulé, mais effectivement, tu sens qu'il n'y a pas nécessairement un souffle à ce jeu-là qui vous permettrait de jouer pendant 10 ans, par exemple. C'est pas le genre de jeu à campagne où on va jouer à toutes les semaines pendant des années. C'est plus du matériel à one-shot. On a joué aussi à Alibi, un jeu français, si je me trompe pas, on a reçu ça, c'est For the Story. Fait que c'est la gamme de ceux qui ont créé For the Queen, qui est un petit jeu narratif, si on veut. C'est pas réellement du jeu de rôle, plus qu'un jeu de création d'histoire. Fait que oui, là, je sais, on en a même parlé sur un Action Bonus récemment, mais à partir de quand on tombe dans la catégorie jeu de société, hein? À partir de quand on arrête d'être un jeu de rôle? C'est dur à dire, puis Alibi ici marche vraiment sur la frontière, la limite entre les deux. C'est un jeu dans lequel on va créer tous ensemble un scénario d'enquête. Et il n'y a pas de maître de jeu, donc on va tous jouer ensemble. On va déterminer à partir d'une série de cartes des suspects. On va créer un lieu et des indices mystérieux qui ont été récupérés pour essayer d'expliquer qui a été tué. Fait que ça, c'est vraiment chouette parce que si on est dans un chalet au fin fond des bois, puis à tour de rôle, on choisit un des éléments. Donc, quelqu'un a choisi le chalet. Ensuite, quelqu'un choisit la photo de la victime. Ensuite, quelqu'un va choisir la cause du décès. Fait que là, on est comme, OK, cet homme avec un sarrau a été retrouvé dans un chalet. Il a été, mon Dieu, criblé de balles. Est-ce qu'il faisait des recherches scientifiques? Et là, on va créer collectivement la prémisse de notre scénario d'enquête. On s'entend ici, c'est pas le genre de jeu d'enquête où il y a un scénario préparé par le jeu qu'il faut que tu perces à jour. Là. C'est pas un mystère préécrit. C'est vraiment de l'improvisation. Et ensuite, on a une série de mécaniques d'interview. Donc, on va à tour de rôle jouer l'enquêteur et les divers suspects. Et on va spontanément improviser des scènes d'enquête. Là, on est vraiment dans du CSI. Fait que, mettons, je joue avec Raphaël. Ben, Raphaël incarne la photo du suspect ici, là, qui est le meilleur ami de la victime. Il n'a pas parlé depuis 10 ans. Et pourtant, il a laissé un message sur sa boîte vocale la veille du meurtre. Pourquoi? Personne ne sait pourquoi. Tu comprends? On va le découvrir ensemble. Fait que vous vivez cette petite scène-là, vous posez des questions en faisant « Mais pourquoi vous l'avez appelé la veille du meurtre? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous vouliez lui dire? Ah ben, je m'ennuyais, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. C'est vraiment une coïncidence. » Puis on crée toutes ces situations-là complexes où est-ce que
on doit se dépatouiller. On peut jouer comme on veut, on peut jouer louche, suspect. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des petits jetons qu'on va placer. On a une réserve, je pense, de 8 jetons qu'on place sur les photos des différents suspects qu'on croit qui ont été le plus louches ou qui pourraient narrativement être le plus intéressant d'être le véritable coupable du meurtre. On place ces jetons-là. Peut-être que si Raph, je l'ai trouvé très convaincant, je ne mettrai aucun jeton sur la photo du personnage qu'il a incarné. Et ce qui arrive, c'est que sur ces jetons-là, c'est des bonus, c'est des malus. Fait que vous avez plus 0, moins 1, plus 2. Et c'est à la toute fin de l'enquête, quand on va, après avoir accusé quelqu'un, après avoir mis en prison quelqu'un, on va révéler ces jetons-là et découvrir qui était le véritable coupable en totalisant les bonus. Celui qui a la valeur la plus élevée va être le véritable coupable du meurtre. Fait que personne, jusqu'à la toute fin du jeu, sait qui a vraiment commis le crime. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est le genre de jeu où on improvise, on propose, il y a un petit côté un peu brainstorm, scénaristique qui est vraiment, vraiment chouette. Mon seul gros bémol, puis moi je pense que c'est ça qui a ralenti un peu de la partie qu'on a jouée, c'est qu'il y a la deuxième partie du jeu, après les enquêtes, où il y a le procès. Fait que là, faut écrire des gros titres de journaux, on va installer des revirements dans l'affaire juridique pour inculper quelqu'un et possiblement le mettre en prison. Donc il y a sa sentence aussi qui va être déterminée par des cartes qu'on va assigner. Puis ça, cette partie-là, là, moi, j'ai complètement décroché. Je pense que c'est juste parce que je suis vraiment moins un amateur de drame juridique que de drame policier. Puis je trouve ça plus intéressant la partie un peu... je sais que c'est un cliché là, parce que c'est complexe le système judiciaire, mais tu sais, on joue à un jeu d'enquête, c'est là où il y a le plus fort potentiel dramatique, je pense. C'est dans les interviews. C'est là où on incarne des personnages. Dès que ça devient un peu abstrait, les procédures judiciaires, les retournements d'enquête qui se passent via des témoignages dans des journaux un peu anonymes, c'est comme si on nous enlevait les personnages, on n'y avait plus accès vraiment. Puis une histoire sans personnage, pour moi, ça marche pas. Fait que c'est vraiment la deuxième partie du jeu, moi, qui m'a un petit peu... j'ai pas aimé ça. Mais la première partie était vraiment chouette, tout le monde était dedans, je trouvais que ça roulait bien. Peut-être qu'on a donné un petit peu moins d'amour à cette deuxième partie-là parce que on avait moins de choses à incarner. Mais c'était quand même le fun parce qu'il fallait écrire des gros titres de journaux, pis ça, c'était rigolo. Fait que voilà, et c'était les jeux auxquels j'ai joué au cours du dernier mois. Ah bien, en terminant dans les petites annonces ludiques, je peux vous dire qu'il y a le festival Draconis. Draconis, c'est un grand festival de jeux de rôle qui a lieu à Montréal 2 fois par année. Et du 17 au 19 octobre prochain, ils vont être au cégep du Vieux-Montréal. Et ils ont présentement un socio-financement. Alors, si vous voulez encourager ce festival-là qui permet à des centaines de fans de jeux de rôle de venir jouer, découvrir des nouveaux jeux, découvrir des nouveaux amis, parce que plein de passionnés là-bas qui se retrouvent pour jouer, parler, discuter. Fait que oui, si vous voulez encourager le festival, allez jeter un œil sur leur socio-financement sur La Ruche et acheter des t-shirts, acheter toutes sortes de trucs. Fait que oui, encouragez-les, Seigneur. On a besoin de plus de jeux de rôle dans le monde, non? Puis voilà Internet, moi je vais vous laisser là-dessus, je vais retourner vaquer à mes presque vacances et on se retrouve très bientôt pour plus de jeux de rôle.